On revient aux fondamentaux de la géopolitique. La géopolitique, c'est du rapport de force. Et c'est assumé par les acteurs. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha et bonjour à tous nos auditeurs. Charles, direction Davos, où le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé un discours qui n'a pas manqué de faire réagir les observateurs internationaux. Il a acté dans son discours la fin d'un ordre international protecteur et appelé les puissances intermédiaires à se préparer au retour du rapport de force. Je cite, « Quand vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu ». Il fait ce qu'Emmanuel Macron a du mal à faire, c'est-à-dire qu'il a compris, et il dit qu'il a compris, que le monde de 2026, avec le retour de Trump, notamment, n'est plus celui de la présidence Biden, et j'allais dire même des présidences américaines précédentes. C'est un aveu de lucidité. Effectivement, non seulement avec le retour de Trump, mais aussi avec la guerre en Ukraine, et puis on le voit aussi, je dirais, avec la diplomatie chinoise, et on ne parle que de 3 pays, il y en a beaucoup d'autres, un certain nombre de dirigeants, dont les dirigeants des plus grandes puissances, ont décidé de retourner à des relations bilatérales, à des diplomaties classiques, la diplomatie du 19e siècle, du début du 20e siècle, parce qu'ils ont compris, ils considèrent que les organismes internationaux, comme l'ONU, mais pas seulement, eh bien, ne font pas leur travail et sont une entrave aux intérêts fondamentaux de leurs nations respectives. Donc, là où effectivement il y a une preuve de, je dirais soit il n'a pas compris, soit il fait preuve de malhonnêteté, c'est que le monde d'avant Donald Trump était aussi un monde de conflits, que les démocrates américains et les présidents républicains, dont se démarque d'ailleurs Donald Trump, se démarque très largement de la présidence Bush, ont conduit aussi le monde à un certain nombre de conflits. Le monde d'avant Donald Trump n'était pas un monde paisible, hein, je dirais. Et d'ailleurs, les démocrates américains, les progressistes américains, ont aussi été peut-être d'ailleurs les plus grands faiseurs de guerre aux États-Unis. Il faut se rappeler des interventions sous les mandats Clinton, la hargne de Madeleine Albright à l'encontre de la Serbie, la livraison du Kosovo sur un plateau sur l'autel du mondialisme au lobby albanais. Il faut se rappeler de tout ça. Voilà. Donc là, simplement, le Premier ministre canadien, qui est lui aussi un progressiste, c'est-à-dire qu'il est strictement sur la ligne de Justin Trudeau, simplement il est moins exubérant, donc je dirais visuellement ça rend quand même mieux que son prédécesseur, mais il est strictement sur la ligne d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron. Donc il acte le fait qu'il y a une rupture au sein du camp occidental, si on peut appeler ça un camp, parce qu'en réalité ça n'a, je dirais, une réalité que toute relative, que les progressistes, et c'est d'ailleurs le sujet de notre dernier magazine, sont aujourd'hui en opposition avec les traditionalistes, les souverainistes, les patriotes, dont Donald Trump est à la pointe, puisqu'il a remis effectivement les intérêts de l'Amérique comme seule boussole de la diplomatie américaine. Et comme il l'assume, eh bien, je dirais, il a une action qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement directe. Alors on peut la critiquer en tant que Français d'ailleurs, ça n'empêche pas. Mais on voit bien que comment dirais-je, le fait d'œuvrer pour les intérêts américains ou pour les intérêts de son propre pays est quelque chose de hautement critiquable pour le Premier ministre canadien. Et d'ailleurs, pas seulement, on va le voir en parlant d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout leur logiciel. Charles, j'aimerais vous faire réagir aussi à cette déclaration du Premier ministre canadien. L'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était une fiction utile. Ouais, enfin, comprendre ce qu'il veut dire là, c'est pas tellement évident parce que ça n'a pas été une fiction, ça a été une réalité pendant de nombreuses années. Les organismes internationaux ont eu une utilité. On parle de l'ONU, mais il n'y a pas que ça. Il y a
il y a l'OSCE, il y a aussi l'OTAN, tout ça a une réalité, ce n'était pas du tout une fiction. Simplement, aujourd'hui, c'est devenu une fiction parce que ces organismes existent encore, mais des grandes puissances qui en faisaient partie s'en affranchissent très largement, sans d'ailleurs demander la dissolution de ces organisations. Donald Trump, avec son Conseil pour la paix pour Gaza, se passe de l'ONU, mais il ne demande pas, je dirais, de dissoudre l'ONU. Donc c'était pas une fiction, mais simplement ça devient gênant parce que il faut bien comprendre que quand vous avez dans la tête le progressisme et le mondialisme, vous avez besoin d'organismes internationaux qui, je dirais, préparent la réalisation de votre projet idéologique. Et toutes ces organisations transnationales, pour les progressistes, c'était à court terme le moyen, je dirais, de faire progresser le mondialisme. Aujourd'hui, des dirigeants comme Donald Trump n'en veulent plus parce que Donald Trump, en fait, se soucie peu des intérêts des autres pays, des autres nations, il se soucie des intérêts américains. Donc, ces organismes sont devenus, du point de vue de Trump, des usines à gaz dans lesquelles il est très difficile de faire progresser les intérêts américains. Et en fait, il n'a pas le temps. C'est certainement son dernier mandat et il veut des résultats. Donc, il ne peut pas calquer l'agenda américain, et on va voir qu'il est dense, et la réalisation de ses priorités pour les États-Unis sur, comment dirais-je, l'agenda d'organismes qu'il ne contrôle pas. C'est la raison pour laquelle il s'en affranchit. C'est exactement la même chose pour Vladimir Poutine. À une autre échelle, mais les accords de Minsk sur le Donbass et sur l'Ukraine fixaient un cadre, je dirais, international avec des témoins et des parrains, dont la France et l'Allemagne, qui étaient censés, je dirais, faire progresser le règlement d'un conflit entre les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine et le régime de Kiev. Et les Russes ont considéré que ça n'aboutissait pas, que rien n'avançait, qu'il fallait s'en affranchir. Donc les Russes sont passés, ils sont revenus à l'exercice de la puissance, au plein exercice de leur souveraineté, qu'ils ont à un moment consenti à, je dirais, atténuer. Voilà. Mais comme ça ne marche pas, et c'est la même chose avec Trump, on revient sur du bilatéral. Et ça ne veut pas dire que le bilatéral ne fonctionne pas d'ailleurs. On va voir dans les mois qui arrivent, mais les relations bilatérales sont certainement un bon moyen de régler un certain nombre de questions qui, quand elles ne sont pas prises à bras-le-corps, eh bien restent en suspens. Alors on voit avec Donald Trump que dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les choses avancent. Ce sont deux pays qui ne pouvaient pas se parler. Donald Trump est arrivé à imposer une discussion. Donc là, on n'est pas sur du bilatéral, on est sur du trilatéral. Mais le trilatéral, ça reste quand même un format restreint. Et c'est pareil pour l'Ukraine. L'initiative de Donald Trump, c'est de réunir autour de lui Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour que, je dirais, accélérer le dossier. Et effectivement, le dossier s'est accéléré. Le dossier russo-ukrainien pendant 3 ans n'a cessé de monter en intensité, en chaleur, si je puis dire, sous la présidence de Joe Biden. Là, le problème est loin d'être réglé. On l'a déjà dit sur Omerta. Enfin, quand même, les choses sont plus concrètes et je dirais, les choses ont quand même avancé. On revient aux fondamentaux de la géopolitique. La géopolitique, c'est du rapport de force. Et c'est assumé par les acteurs. Ça ne veut pas dire que les plus forts écrasent les faibles systématiquement. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans les pays qui composent la planète, et vous avez tout en haut, pour faire simple, les États dotés de l'arme atomique, et tout en bas, vous avez des micro-États, je dirais, qui n'ont même pas d'armée, peut-être. Donc, il y a une hiérarchie qui existe, qu'il faut accepter. Mais ça ne veut pas dire que les plus forts font n'importe quoi et écrasent systématiquement les plus faibles. Ça veut dire que les plus forts se parlent, les plus forts... D'ailleurs, il y a une hiérarchie, parce qu'on n'est pas soit tout puissant, soit totalement impuissant. Il y a une hiérarchie, il y a des nuances. Mais ça veut dire que c'est un retour à la souveraineté que consacre Donald Trump. Donald Trump n'est pas responsable de tous les conflits dans le monde et des rapports de force entre États dans le monde. Il y a une multitude de rapports de force sur chaque continent, auxquels Donald Trump est totalement étranger. Ce que Donald Trump consacre, c'est le retour à la souveraineté. C'est-à-dire que les pays ont droit de défendre leurs propres intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il faut
généraliser les conflits. D'ailleurs, Donald Trump essaie de régler un certain nombre de conflits. Donc, ce n'est pas la loi de la jungle. Ça veut simplement dire que les pays sont souverains et qu'ils n'ont pas à dissoudre leur souveraineté, qu'ils ont le droit de faire valoir leurs intérêts, que ce soit d'ailleurs par la force, mais aussi par la négociation. Ce que fait Trump avec l'Europe, ce n'est pas une guerre, c'est un rapport de force et une négociation musclée. Évidemment, ça change les Européens de la présidence Biden, mais ce n'est pas autre chose. Le rapport de force, il n'est pas que dans la guerre. Il peut être économique, il peut être diplomatique, il peut recouvrir un certain nombre d'acceptions différentes. Quand on en revient à la pleine souveraineté des États, on en revient effectivement à la possibilité de choisir. Donc peut-être que c'est dans l'intérêt des Canadiens, effectivement, de développer des partenariats économiques avec la Chine. On sait que la relation entre le Canada et la Chine est compliquée, hein, mais peut-être que c'est dans leur intérêt. Et ça, cette règle devrait valoir, et d'ailleurs elle vaut pour quasiment l'ensemble des pays de la planète, sauf pour les pays de l'Union européenne qui sont, je dirais, soumis au bon vouloir de Madame van der Leyen, et on le voit avec le Mercosur, qui décide en pleine majesté, en s'affranchissant, je dirais, de l'intérêt des peuples, notamment là des agriculteurs français. Je suis désolé, l'agriculture française est livrée sur l'autel du mondialisme et des intérêts de Bruxelles et de Madame van der Leyen. Normalement, c'est très choquant, ça. Les pays devraient pouvoir décider avec qui ils commercent, quels sont leurs intérêts. Le point fondamental là-dedans, c'est ce qu'il y a dans la tête des dirigeants. Quand, dans la tête des dirigeants, vous avez comme seule boussole l'intérêt national, l'intérêt de son peuple, vous êtes libre. Votre seule filiation, votre seule loyauté et fidélité, c'est envers votre peuple et votre pays. Donc, vous décidez en pleine liberté de vos partenariats, avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez imposer un rapport de force, etc. Ça, c'est exactement... Et là, effectivement, l'exemple canadien, quand il décide de faire ce nouveau partenariat avec la Chine, c'est certainement que le président canadien souhaite maintenir ou créer un équilibre entre sa relation économique avec les États-Unis et la relation économique avec la Chine. Il souhaite peut-être rééquilibrer tout ça. C'est son droit. Si c'est dans l'intérêt réel du Canada, c'est absolument logique et ça ne pose aucun problème. Mais l'exemple du Groenland est très intéressant car la méthode de Donald Trump, on la comprend un peu mieux, enfin pour ceux qui avaient du mal à la comprendre, c'est que Donald Trump, pour obtenir quelque chose qu'il n'a pas, impose un rapport de force et met la barre très haut. Et en mettant la barre très haut, il est certain de récupérer quelque chose à la fin. Donc c'est une méthode qui peut choquer, mais encore une fois... dans le monde des bisounours, ça choque, mais dans le monde des grandes personnes, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je veux dire, dans le monde des affaires, c'est une méthode qui est de négociation qui est extrêmement répandue. Donc, certainement que Donald Trump aurait voulu plus. En mettant la barre très haut, il a observé les réactions et il a regardé ce qu'il pouvait obtenir. Aujourd'hui, il sort avec un accord et je dirais de nouvelles possessions qu'il n'aurait peut-être pas obtenu en instaurant une négociation classique. Donc, du point de vue américain, c'est une progression. Les États-Unis sortent de cette séquence du Groenland gagnant. Même si on ne connaît pas encore les détails de l'accord, effectivement, avec de nouvelles possessions, je dirais, territoriales, une possibilité d'étendre la présence américaine au Groenland, je dirais, l'Amérique est gagnante, évidemment. Ce qui va être intéressant, c'est que il y a aussi c'est un jeu à plusieurs bandes. Donald Trump, on le sait depuis un an, essaie de reprendre en main l'OTAN, dont il est le principal bailleur de fonds, mais qui a échappé aux États-Unis, enfin c'est ce qu'il considère, depuis longtemps. Donc, voyant qu'il n'arrivait pas, enfin qu'il y avait une résistance du Danemark et qu'il y avait une résistance de l'Union européenne, il est passé par l'OTAN, qui ne peut rien refuser quasiment à Donald Trump, et il a mis cet accord, en réalité, il est passé par l'OTAN pour trouver un accord sur le Groenland. C'était une des possibilités. Mais, comment dirais-je, souvent en Europe, on a des dirigeants qui n'arrivent pas à grand-chose et qui ne tentent rien. Donald Trump
je dirais, tente, il regarde jusqu'où il peut aller, comme un chasseur. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'être au menu ou d'être à la table, c'est exactement ça. Donald Trump, c'est un chasseur. Donc il a une proie, il a un objectif. Et pour obtenir ce qu'il veut, il sait qu'il n'obtiendra peut-être pas 100% de ce qu'il veut, mais il sait qu'obtenir 20%, même 20% de ce qu'il voulait au départ, c'est mieux que zéro. Donc, ça explique sa méthode de négociation et ça explique pourquoi il est passé par l'OTAN. Voyant que c'était bloqué avec le Danemark et l'Union européenne, ça explique pourquoi il s'est tourné vers l'OTAN. Et il sait très bien que l'OTAN, je dirais, utiliser l'OTAN, c'est la garantie d'avoir, je dirais, un peu plus que zéro. Et là, en l'occurrence, il a beaucoup plus que zéro, puisque personne ne s'oppose à ce qui a été dealé avec le secrétaire général de l'OTAN. Et ça permet au moins à court terme, parce que c'est un dossier qui n'est pas terminé, qui n'est pas refermé, eh bien, de ressortir de cette séquence vis-à-vis de son opinion nationale avec des gains et des avancées non négligeables. Hier à Davos, Donald Trump en a également profité pour faire la leçon à l'Union européenne. Je cite, l'Europe n'est même plus reconnaissable. Le constat de Donald Trump, d'abord, il est partagé par une majorité de pays et d'observateurs sur la planète. Même les gens qui ne font pas de politique, qui regardent simplement Euronews ou les actualités, se rendent compte de la dégradation de la situation, notamment sécuritaire, mais pas que, en Europe occidentale, notamment en France ou en Allemagne. Les dirigeants européens qui passent leur temps à faire des leçons de morale à Donald Trump en expliquant qu'il s'affranchit du droit international, etc., devraient commencer par s'occuper de leur peuple, et c'est exactement ce que dit Donald Trump, et prendre les choses en main et régler un certain nombre de problèmes régaliens qu'il ne règle pas et qui se dégradent. Donald Trump a pour lui un bilan depuis un an, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, qui est extrêmement concret, notamment sur l'immigration clandestine. Il a fermé les frontières américaines. Il expulse systématiquement les illégaux. Alors, il y a des gens qui n'acceptent pas et que ça choque et qui sont sous le coup de l'émotion ou de l'idéologie progressiste et cosmopolite. Mais du point de vue de Trump, quand on se saisit d'un problème, quand on y met les moyens, on règle le problème. Et c'est ce qu'il a fait aux États-Unis depuis un an. Et c'est ce que les dirigeants européens sont incapables de faire. Emmanuel Macron, qui parle de la souveraineté française, de la souveraineté européenne, etc., est incapable de défendre les agriculteurs. Et ça, c'est dans beaucoup d'autres domaines. Donc, effectivement, l'Europe part à la dérive. Donald Trump le sait, et il le rappelle parce que je pense qu'il goûte peu les critiques à son encontre pour effectivement pouvoir critiquer un dirigeant étranger. Il faut soi-même avoir le bilan qui permet une cohérence et quelque part une forme de légitimité dans la critique. Charles, Emmanuel Macron versus Donald Trump, épisode 3534. Hier, Donald Trump a humilié le président français, je cite. Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses belles lunettes de soleil, mais qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Je l'ai regardé, il a essayé de jouer au gros dur. Oui, mais c'est normal. Ce que dit Donald Trump, c'est ce qu'on constate tous les jours, tous les mois, quasiment depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. C'est que vous avez En fait, Emmanuel Macron, c'est les montagnes russes émotionnelles et les montagnes russes des postures qui alternent entre de l'ultra-émotivité et, je dirais, comment dirais-je, une position de copain, ou de petit copain d'ailleurs, et de l'autre côté, un menton qui se relève et Macron qui essaie de jouer au dur. La dichotomie, le problème, c'est que vous pouvez passer de 24 heures, de 24 heures à l'autre, vous passez de l'un à l'autre. À 24 heures près, vous passez de l'un à l'autre. Il faut quand même se rappeler, et tout ça, Trump le sait, l'a vu, et la plupart des gens dans le monde l'ont vu, que Emmanuel Macron, c'est des transsexuels dans le bureau de l'Élysée pour la fête de la musique, c'est Emmanuel Macron qui embrasse des dealers torse nu en Guadeloupe, c'est Emmanuel Macron qui se prend une claque par un jeune dans un déplacement extérieur. C'est Emmanuel Macron qui se prend une claque de Brigitte devant les caméras du monde entier. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui embrasse, qui étreint,
qui touche Volodymyr Zelensky. Vous avez Emmanuel Macron qui fait du sport avec les militaires français pour essayer de se redonner un peu de virilité, une image un peu, je dirais, d'homme normal. C'est compliqué quand on est... C'est compliqué. Donc il essaie de rattraper le retard, enfin, il essaie de donner le change. Et puis vous avez toutes les scènes qu'on a vues depuis plusieurs jours, où Emmanuel Macron essaie de montrer à Donald Trump et au monde entier qu'il va résister sur le Groenland, qu'il n'est pas d'accord, etc., etc. Ce qui montre quoi? Ce qui montre en fait une immaturité émotionnelle et comportementale d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il est plus sur la première partie. Je pense qu'il est à vouloir systématiquement faire le petit copain de tout le monde. En fait, comme il se rend compte que parfois ça ne marche pas, il a du mal à redresser la barre et à être crédible sur l'autre côté. Être en fait un homme de la stature de Donald Trump ou de la plupart des dirigeants dans le monde, qui ne font pas ça. Personne ne fait ça. Il n'y a que des Européens pour se comporter comme ça. Il y avait Justine Trudeau, je crois, qui était qui est au même niveau, voire pire que Macron. Mais il n'y a que Macron qui fait ça aujourd'hui. Personne ne fait ça. Donc, ce comportement étrange, ou qui pose question, eh bien, Donald Trump l'exploite, et c'est de bonne guerre. On ne peut pas envoyer des SMS à Donald Trump. On ne peut pas un jour dire qu'on va envoyer des militaires français au Groenland pour s'opposer à la colonisation de l'Amérique, etc. Et le soir même envoyer des SMS amoureux à Donald Trump en disant qu'on ne le comprend pas, comme comme une maîtresse et conduite qui essaie de savoir pourquoi elle s'est fait larguer. Donc tout ça n'est pas possible. Alors Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sujet et il le tord jusqu'au bout. Hein, et je dirais ça marche parce que le constat qui est... Tout le monde rigole, il faut bien comprendre. Et d'ailleurs, c'est triste pour la France. Parce que ces sautes d'humeur d'Emmanuel Macron, c'est une dégradation de l'image de la France quasiment à chaque fois qu'il prend la parole. Et je passe sur le fait que Emmanuel Macron passe son temps à donner des leçons de morale, explique que la France va payer 18 milliards d'euros sur les 130 milliards d'aides à l'Ukraine, alors qu'il n'est pas capable, je dirais, d'assurer les moyens aux urgentistes, aux infirmiers, aux médecins de faire leur travail correctement dans les hôpitaux, qu'il n'est pas capable d'expulser les OQTF, qu'il n'est pas capable de régler le problème du narcotrafic, et j'en passe. Et tout ça, si on prend ces 18 milliards de dons à son ami ukrainien pour tenir tête à Vladimir Poutine, eh bien, ils auraient été plus utiles pour régler certains problèmes en France. Charles, vous évoquiez en début d'entretien le Mercosur. Hier, les eurodéputés ont décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Pour rappel, le 17 janvier, Ursula von der Leyen avait fait le déplacement au Paraguay pour le signer avec les dirigeants sud-américains. Est-ce que vous pensez que malgré cette saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, Ursula von der Leyen pourrait passer outre et l'appliquer temporairement? Alors, c'est tout à fait possible qu'elle le fasse. Il faut bien comprendre, c'est un sujet moi j'aimerais qu'on creuse, hein, Ursula von der Leyen, qu'on a déjà fait d'ailleurs, on a un documentaire sur l'application d'Omerta qui est consacré. Ursula von der Leyen n'a pas de légitimité démocratique. Il faut bien comprendre ça. Elle n'a pas été élue. Et elle a le comportement d'une reine-mère, c'est-à-dire qu'elle, dans une monarchie absolue, c'est-à-dire qu'elle décide, en fait, selon, je dirais, son humeur et ses intérêts, de l'avenir, là en l'occurrence, des agriculteurs européens, surtout des agriculteurs français. Donc il n'est pas garanti qu'elle respecte ce vote, comme tu le disais. Ce qui est rassurant, c'est que la pression populaire relayée dans un certain nombre de médias a rendu ce problème du Mercosur et de l'agriculture française, je dirais, prioritaire. Mais elle peut très bien décider de passer outre. Il faut quand même, si on revient à la genèse du Mercosur, c'est un accord commercial totalement déséquilibré et qui livre notamment les éleveurs français sur l'autel du mondialisme à une concurrence déloyale. Pour avoir initié un tel accord, il fallait déjà n'en avoir rien à faire du sort des agriculteurs français. On va rappeler quand même que la France est parmi les premiers contributeurs au budget de l'Union européenne. On va rappeler aussi le statut de la France. La France n'est pas un petit État. La France n'est pas... vous avez
ce qu'on disait tout à l'heure, dans les pays de l'Union européenne, qui composent l'Union européenne, il y a des hiérarchies. Bon, la France est tout en haut avec l'Allemagne. Donc se permettre de sacrifier les agriculteurs français, c'est quand même, c'est qu'il y a autre chose en tête. Et il y a autre chose en tête, c'est quoi? C'est l'agenda de l'Europe fédérale, c'est l'agenda du mondialisme, c'est l'agenda du commerce sans entrave. Et c'est d'ailleurs, et on va finir par là, le thème du magazine qu'il faut absolument se procurer dans plus de 5000 kiosques sur notre site internet www.amertamedia.fr. On creuse la question du mondialisme et notamment des anti-mondialistes. C'est pour prolonger ce que tu disais sur Van der Leyen. Le pouvoir de Van der Leyen et de Macron est aujourd'hui largement remis en cause par un certain nombre de dirigeants politiques qui sont au pouvoir ou qui sont aux portes du pouvoir et qui ne veulent pas du mondialisme, qui ne veulent pas de l'Europe fédérale, qui veulent protéger leur peuple, leurs États-nations et qui veulent aussi des coopérations renforcées. C'est tout à fait passionnant et j'invite nos auditeurs, pour nous soutenir et parce que c'est une problématique fondamentale pour comprendre l'époque, à se procurer notre magazine. Merci Charles. À bientôt.